Bonsoir à tous. Journée très difficile hier dans la plupart des quartiers de Ouagadougou, de Kilouin à Karpala, en passant par Samandin. La population avait les pieds dans l'eau, des scènes qui rappellent le 1er septembre 2009. Pourtant, au lendemain des inondations du 1er septembre 2009, des mesures avaient été prises pour que la capitale burkinabé ne puisse plus revivre cette situation. En tout cas, les inondations d'hier font débat. La faute aux populations, aux sinistrés de 2009 qui auraient vendu les parcelles qui leur avaient été données et les soutiens de l'État et qui restent toujours dans les zones inondables. Non, rétorquent ces derniers qui disent n'avoir pas reçu des mesures d'accompagnement adéquates. Pour en parler ce soir, nous sommes avec M. Léon-Paul Toé, secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avec nous ce soir aussi, M. Seydou Traoré, il est du mouvement Solidarité pour le droit au logement. Avec nous aussi ce soir, M. Ama Bewende, maire de la commune de Ouagadougou. Et ce soir, pour parler de cette question, nous sommes avec M. Laurent Bassono. Il est sinistré de 2009, mais aussi du mouvement Solidarité pour le droit au logement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je précise que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou en nous écrivant sur notre page facebook.com controverse RTB. Comme annoncé, journée difficile donc dans la plupart des quartiers de Ouagadougou hier. La capitale a enregistré entre 51 et 55 mm d'eau et les dégâts sont énormes. Des maisons détruites et plusieurs dizaines de sans-abri à gérer. Images et commentaires. 1er septembre 2009, Ouagadougou se réveille les pieds dans l'eau. Ce jour-là, en effet, un ciel trop généreux a ouvert ses vannes pour laisser déverser près de 300 mm de hauteur d'eau. On a donc assisté à des scènes de rues inondées, des ponts endommagés, des canaux d'évacuation submergés par les eaux, des habitations détruites. Plus de 150 000 personnes sinistrées et une dizaine de morts. Les zones les plus touchées demeurent les quartiers précaires, les zones inondables, mais aussi le centre-ville de Ouagadougou où l'eau de ruissellement a eu des difficultés pour s'effrayer un chemin. Il y avait longtemps que la capitale burkinabé avait connu pareille catastrophe. 20 juillet 2016, l'histoire se répète. Ouagadougou se réveille à nouveau les pieds dans l'eau. Une grosse pluie débutée à l'aube occasionne des dégâts importants. Effet remarquable, les mêmes zones touchées en 2009 le sont cette année encore. Cependant, des mesures avaient été prises à l'époque pour l'assainissement de la ville et le déguerpissement des populations installées dans ces zones inondables et précaires. Avec les scènes d'inondation de ce mercredi 20 juillet, a-t-on vraiment tiré les leçons du passé? Car cela ne tienne. L'incivisme rampant de certaines populations ouagalaises à travers l'occupation anarchique du domaine urbain public, la gestion calamiteuse des ordures dans la ville, ajoute à la situation son lot de gravité. Mais ces populations sont-elles vraiment responsables? Comment trouver durablement des solutions pour éviter à Ouagadougou de revivre ces catastrophes à répétition? Des questions et bien d'autres auxquelles les invités... Voilà des questions et bien d'autres auxquelles les invités sur ce plateau devront répondre. Alors, monsieur le maire, avant de poursuivre, d'abord, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de controverse. Dites-nous ce soir quel est le bilan justement de cette journée d'hier. Bonsoir, monsieur Gongo. Nous sommes particulièrement affectés par cette catastrophe. Et je voudrais profiter, si vous me permettez, de votre antenne pour renouveler toute notre compassion et notre solidarité à nos concitoyens qui ont été touchés par cette inondation. Et si, quand bien même nous avons eu l'occasion de le dire sur le terrain et que nos collègues maires d'arrondissement également sont sur la brèche
il est bien normal de pouvoir le dire ici à la télé puisque l'audience est plus grande. Donc, quel est le bilan sur le terrain? Il faut dire tout de suite que dès les premières heures de l'inondation, nous avons mis en place une cellule de crise au niveau de la commune de Ouagadougou et pour recenser les sinistrés. Et comme on l'a souvent répété, sur aucun arrondissement de la commune de Ouagadougou n'a été épargné. Donc, en total, on n'a pas fini la sommation de tous ces sinistrés, mais à peu près 1000 ménages qui sont touchés, 1000 à 2000 ménages qui sont touchés. Alors, on a annoncé aussi des cas de décès, malheureusement. Oui. On a parlé de 4 dans votre conférence de presse ce matin. Est-ce que les choses ont évolué? Il y a eu des blessés? On nous a annoncé effectivement 4 cas malheureux de décès avec un disparu au niveau de l'arrondissement 5. Donc, c'est ce que nous déplorons à présent. Alors, on l'a dit dans le reportage tout à l'heure, ce sont des scènes qu'on a déjà vues en 2009, où effectivement le Burkina avait connu des inondations sans précédent. Aujourd'hui, Monsieur Seydou Traoré, alors vous défendez ces personnes qui ont été victimes de ces inondations, mais à ce qu'on sache exactement aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des gens à qui on a donné un certain nombre d'avantages après les inondations de 2009, mais qui sont toujours restés sur place. Pourquoi? Bon, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je voulais dire qu'en ce qui concerne 2009, ce qu'il faut dire d'abord, j'ai entendu tout de suite le maire qui dit qu'il a mis une cellule de crise. Effectivement, dans 2009 aussi, il y a eu une cellule de crise où il y a eu une commission qu'on a mis quand même pour la gestion. Mais je voulais dire tout de suite que le maire n'a qu'à ouvrir l'œil parce que c'est les identifications des personnes qui causent problème tout le temps. Parce que si vous ne mettez pas des gens crédibles, en tout cas, vous aurez des problèmes avec la population, surtout avec nous autres qui les défendons. Parce que si on dit que l'autorité vraiment n'a pas respecté le droit des gens, il ne faut pas en tout cas que l'autorité vraiment nous en veuille. Voilà pourquoi je profite de dire qu'en tout cas, la mise de celui de crise est très bien, mais il faut auparavant d'abord passer ça vraiment au service de l'action sociale, qui a des gens bien formés pour ces genres d'identification. Et puis impliquer quand même des associations, en tout cas, pour pouvoir vraiment... Vous voulez dire qu'en 2009, il n'y avait pas une bonne identification en des 2009, populations? Il n'y a pas eu du tout vraiment une bonne identification. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés avec 409 personnes. Depuis 7 ans, on fait des conférences de presse pour attirer l'attention à l'autorité que ces gens-là n'ont pas eu. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un gagne une parcelle et se retrouve au même Dieu. Ça, si je connais cette personne, moi-même, avant l'autorité, moi-même, je combattrais ces gens. Je parle des gens où moi-même, j'ai suivi la commission, j'ai suivi l'identification de ces gens-là, j'ai suivi qu'on a enlevé leur nom et mettre le nom d'autres personnes. Mais il y en a aussi qui ont eu des parcelles qui non, les ont je suis vendues entièrement après. d'accord, mais moi, je ne le sais pas. Alors, Moi, je ne sais pas. Monsieur Toué, il y en a qui ont eu des parcelles qui les ont revendues, qui sont revenus sur les mêmes sites là où ils étaient avant. Monsieur Gongo, si vous permettez, j'allais dire, on n'a qu'à rehausser le niveau du débat. D'accord, allez-y. On parle des inondations de 2009, ça se termine par une querelle autour des parcelles. C'est dommage. Moi, je l'ai souvent dit au Burkina, vous engagez n'importe quelle discussion, ça se termine toujours autour des parcelles. Mais puisqu'il fallait reloger le les maire personnes a qui donné étaient sur les place. chiffres. Oui. En 2009, c'était 24 000 ménages, 150 000 personnes qui étaient touchées. Il y a eu une opération, c'est-à-dire ce qu'il faut, surtout, est-ce qu'on a progressé dans la sécurisation des vies humaines à Ouagadougou? C'est ça qu'on doit mettre au cœur du débat aujourd'hui. Ceux qui ont été touchés, est-ce que, du point de vue des mesures qui ont été prises, on a réussi à sécuriser les populations? Est-ce que c'est le cas? Ça a été fait, l'opération qui a été, l'aménagement qui a été réalisé à Yagma à cette époque, ça a permis, moi j'ai participé à la commission d'attribution, effectivement l'action sociale était au cœur du dispositif. La dame qui était avec nous, elle connaissait tous les sinistrés là, avec leur histoire. Il y a des fonctionnaires qui ont fait leur travail à l'époque pour accompagner tous ces gens.
c'est important que ce soit rappelé. Les chiffres qui sont donnés, qu'aujourd'hui, voilà, on se Il y a eu tiraille 400 personnes qui n'ont pas eu droit Je justement... vous ai donné les chiffres de ceux qui étaient concernés à l'époque, les efforts qui ont été déployés, l'aménagement qui a été réalisé, tout le monde a été témoin. Et au niveau du gouvernement, les actions ne se sont pas arrêtées à juste recaser ceux qui étaient concernés. L'enjeu, c'était de sécuriser la ville de Ouagadougou. Les actions prioritaires, c'est comment on sécurise Ouagadougou. Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il pleut, mais les eaux arrivent à s'évacuer de la ville parce qu'il y a des travaux qui ont été réalisés. Il y a un exutoire qui a été aménagé. 2009, ce qui était en cause, c'est que la quantité d'eau qui s'était déversée dans la ville n'avait pas de porte de sortie. Immédiatement, c'est ce qui a été réalisé pour permettre aux eaux, en cas de forte pluie, aux eaux de sortir de la ville. C'est vrai que ce dispositif n'est pas fini, mais ça réduit les inondations dans la ville. C'est pour ça qu'il pleut, c'est vrai. Il y a des situations encore regrettables, mais on a amenuisé quand même les dangers que les gens courent dans la ville de Ouagadougou. Moi, je crois que si on veut repartir de 2009 et faire une bonne discussion, poser les vrais débats, il faut aller véritablement sur ce terrain. Qu'est-ce que nous faisons pour sécuriser de plus en plus les habitants de la ville de Ouagadougou? Donc en 2009, il n'y a plus de soucis, tout le monde a été recasé à Yagma et voilà, aujourd'hui, ce qui arrive, peut-être c'est des choses secondaires, c'est ça? Pour 2009, je crois que les comptes ont été soldés. Maintenant, si effectivement au niveau de l'association, ils estiment qu'il y a des cas précis qui n'ont pas, je ne sais pas où est-ce que ça a été posé comme préoccupation. Monsieur Bassono, vous avez été sinistré en 2009, vous étiez autour, vous aviez des gens autour de vous. Est-ce que vous tous, vous aviez été sécurisés, comme le dit le secrétaire général? Monsieur Gongo, je suis au regret de dire que nous n'avons pas été vraiment sécurisés. Pour la preuve, c'est que d'abord au niveau des parcelles, il y a des cas où il y a des gens, des vieilles personnes, des personnes vraiment sinistrées qui n'ont pas eu leur parcelle, qui n'ont pas été dédommagées comme l'État l'avait prévu. Mais elles ont été recensées régulièrement par l'autorité de la mairie, de l'arrondissement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu, entre-temps, des affaires, c'est-à-dire, en fait, de l'incivisme dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des noms qui ont été sautés, et ce qui fait que moi, en tant que responsable, en tant que défenseur des droits humains, quand nous avons été informés, nous sommes rentrés, on a constaté qu'effectivement, il y a eu des noms qui ont été barrés et puis remplacés par d'autres personnes et on ne sait pas où elles sont, d'où elles sont venues. Nous avons essayé de comprendre le pourquoi et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, M. Gongo, et peut-être que le secrétaire général n'est pas au courant de ces faits-là, nous, on n'a pas été satisfaits, on ne nous a pas répondu. C'est ce qui fait que nous avons recensé les personnes qui n'ont pas été satisfaites et qui étaient régulièrement recensées par l'autorité communale. Alors, nous nous sommes retrouvés et puis, en fait, quand on a commis un agent, un responsable de l'autorité de la ville de Ouagadougou, Madame Compaoré. C'est pas la peine de citer. Qui était responsable en son temps des affaires sociales de la commune de Ouagadougou. C'est elle-même qui est montée sur les lieux. Elle a identifié les personnes. Elle-même, elle a versé des larmes en son temps. Quand elle faisait les photos, elle a versé des larmes. Alors, monsieur le maire, je vais rebondir sur ce que M. Toé venait de dire tout à l'heure. Oui. Il ne faut pas mercantiliser la souffrance des gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même en temps normal, quand on parle de lotissement, de parcelles, les gens se plaignent. Et il y a des gens qui profitent de la misère, des catastrophes également
pour tricher. Donc, vous le savez, ce problème de parcelle n'est pas nouveau au Burkina Faso. Donc, je pense qu'on ne peut pas se cristalliser sur ce problème de parcelle pour faire comme si les responsables, c'est-à-dire l'État ou la commune, fait mal particulièrement son travail parce qu'il y a catastrophe. Non, le problème de parcelle a toujours été un problème. Donc, que ce soit en période de catastrophe, que ce soit en temps normal, il y a toujours eu des problèmes. Donc, comme l'a dit M. Touré tout à l'heure, le débat doit être situé à qu'est-ce que nous faisons pour répondre, pour apporter une bonne réponse aux préoccupations des populations qui sont sinistrées. On va arriver à ce Je niveau. pense que c'est là que le débat de fond doit se poser. On va arriver à ce Je niveau, comprends les associations qui défendent le droit au logement, etc. Mais comme l'a dit monsieur tout à l'heure, votre association n'a pas comme seul litige les inondations de 2009 à ce que je sache. Parce qu'on a entendu parler de vous à Saponé, on a entendu parler de vous dans les lotissements. Donc, c'est un problème qui est global. Et vous savez que la spéculation sur les parcelles au Burkina Faso est un mal terrible, au point où l'Assemblée nationale s'en est saisie et est en train de légiférer là-dessus. Donc, je pense que le débat aujourd'hui, c'est comment arriver à apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Alors, M. Traoré. Enfin, je voulais effectivement avancer comme mon ami Toé l'a dit. Il faut effectivement reconnaître que dans le passé, l'administration encore quand même a mis le paquet pour gérer bien les parcelles. Mais nous, on a montré tout simplement des gens où nous avons suivi. Et qu'effectivement, un élément même de cette commission, depuis 7 ans que nous faisons, a fini par mener ces enquêtes et se retrouver en face de ces vieilles personnes qui nous a aidés à les recenser et faire un document pour apporter au ministère de l'Habitat. Maintenant, je voulais effectivement élever le débat. C'est pour dire que nous sommes actuellement, à supposer qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre la situation d'une catastrophe comme vraiment le 1er septembre. Mais c'est tout simple. Le maire a dit tout de suite qu'ils ont mis une commission. Ça veut dire que dans la commission, si vous ne mettez pas des éléments crédibles pour faire l'identification vraie, on va se retrouver encore avec la même situation. Ça, moi, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'est bien, mais il faut impliquer des gens crédibles. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut passer l'opération vraiment à des gens qui sont spécialisés, qui sont formés en la matière de l'action sociale. Voilà. Monsieur Toé, qui veut vous répondre. Oui, pas pour répondre directement, c'est ce que je dis, qu'est-ce qui doit nous préoccuper véritablement aujourd'hui. En faisant le point de 2009, même l'indemnisation des gens par les parcelles, est-ce que c'était une bonne formule? C'est sur tout ça qu'on doit s'interroger. On a attribué des parcelles à des gens. Les gens n'ont pas construit. Ça n'a pas réglé la question du logement de ses concitoyens. C'est ça, ça dit que si on doit revisiter les choses, d'accord, ils sont en train de rappeler des dysfonctionnements qu'ils auraient notés dans la gestion de cette situation. Je dis, il ne faut pas justement cristalliser sur cet aspect. Même si c'était à reconsidérer, c'est ensemble qu'on doit regarder. Est-ce que le fait même de distribuer des parcelles aux gens à l'époque, c'était la solution? Allez-y à Yagma. C'est une question justement. Allez-y à Yagma, allez-y voir. Est-ce que c'est à l'État de construire on a donné aussi autour de 14 000 parcelles, mais allez-y voir, il y a combien qui ont construit. Voilà, ça dit que si c'est dans des situations comme ça, on tire les leçons pour améliorer les pratiques, le processus d'indemnisation. Mais est-ce qu'il y a aussi les infrastructures de base nécessaires pour que les gens s'installent? Est-ce qu'il y a des écoles, des centres de santé, efforts énormes qui ont été faits pour sécuriser le site de Yagma par rapport à des quartiers de Ouagadougou. Tous les collecteurs sont là, il n'y a pas d'inondation possible sur Yagma. Il y a eu de l'accompagnement. Ça, tous qui peuvent aller visiter savent qu'il y a un effort particulier qui a été fait pour sécuriser cette zone d'habitation. Il y a eu également de l'équipement, etc. Il y a eu de l'accompagnement pour aider les gens à mieux construire, avec des fondations qui peuvent résister justement à l'eau, etc., etc. Il y a eu tous ces efforts qui ont été faits. Je pense c'est ça qu'on doit regarder tous ensemble. Si c'est à refaire, est-ce que c'est de se précipiter? Voilà. C'est ce que le maire a dit. Vous verrez que dans ce genre d'opération, il y aura toujours
des gens qui vont dire je n'ai pas eu ma parcelle, je n'ai pas eu ma parcelle. Oui. Alors que ce qui est en cause, c'est d'abord la sécurisation des vies humaines et maintenant même les possibilités d'activité qu'on peut mettre en place pour ceux qui sont concernés. Les gens sont venus en ville, en réalité c'est quoi? C'est pour travailler, c'est pour gagner quelque chose. Voilà, que à l'occasion de situations pareilles, on remette ce genre de débat au centre. Sinon, si on va se cristalliser, je dis même en faisant... On va évoluer dans le débat, il n'y a pas de souci. Allez-y. La distribution de Comme je l'ai parcelles n'est dit pas la tantôt, ce qui formule. doit nous préoccuper aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne réponse qu'on apporte quand il y a une catastrophe? Qui dit catastrophe, c'est comme un accident. Ce n'est pas toujours prévisible. Et quand ça arrive, on doit avoir une solidarité nationale qui est active envers ceux qui sont dans la détresse. Est-ce que ces réponses qui ont été apportées ont été faites? Maintenant, si on veut cristalliser le débat, j'ai eu une parcelle, je n'ai pas une parcelle, on dénature Il n'y a complètement pas le de souci. débat. On évolue, allez-y. En fait, Monsieur Bassono. Monsieur le maire, vous m'avez retiré la parole pour... C'est moi qui vous ai pris la parole, c'est pas le monsieur le maire. En fait, quand je faisais mon analyse, c'était pour arriver à un point bien précis. Bon, je parlais d'incivisme quelque part. D'accord. Aujourd'hui, là, vous avez noté tantôt qu'on a mis une cellule de crise en place. Cette cellule de crise-là, qui a été mise en place, qui compose la cellule de crise aujourd'hui pour parer... Je vais vous répondre. J'arrive. Pour parer aux erreurs de 2009. Voilà. La cellule de crise qui a été mise en place, c'est Oui, pour il gérer répond. l'urgence. C'est-à-dire au niveau de la mairie, c'est une cellule même qui existait et qu'il fallait réactiver. Et au niveau communal, au niveau provincial. Oui. Donc nous, notre préoccupation était de gérer l'urgence, c'est-à-dire trouver les sites pour héberger les gens, les apporter assistance, les trouver un gîte pour dormir, les amener de quoi se nourrir, de quoi se couvrir. Et ensuite, prendre des dispositions techniques sur le terrain de telle sorte que si les pluies doivent continuer avec une telle intensité, il y ait moins de problèmes dans les habitations. Alors, Donc la cellule, elle est mise en place pour ça. Et c'est une cellule technique qui est une cellule qui est composée des techniciens de la municipalité et d'autres acteurs comme le génie militaire, comme le ministère des Infrastructures, comme le ministère de la Santé. Donc c'est pour vous dire, c'est une cellule technique, ce n'est pas une cellule sociale. Quand bien même l'action sociale prend une grande partie de responsabilité dans cette cellule. Alors, on va évoluer. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que c'était une bonne formule que de partager des parcelles, par exemple, après des inondations? C'est ça justement que je voulais poser la question. Moi, j'ai dit tout de suite que ce n'est pas la bonne formule. Parce que partant déjà du droit à un logement décent, on ne peut pas aller donner des parcelles aux gens et puis aller les dire de construire. L'État devait s'organiser pour mettre des moyens. C'était à l'État de construire les bâtiments, reloger les habitants. Ah oui. Parce que si l'État doit répondre effectivement aux conventions que lui-même il a ratifiées, il devait effectivement construire des logements décents pour donner aux gens. Mais Monsieur Traoré, oui. Pour construire des logements, oui. La première matière, c'est la parcelle. Donc, c'est pour vous dire que... Non, on a posé la question de savoir est-ce que c'est la bonne formule. Voilà. Je suis en train d'expliquer que ce n'est pas la bonne formule. Quand bien même que je sais que l'État, les acteurs, effectivement, qui ont initié cette manière d'aller donner les parcelles, ils trouvaient que c'était en tout cas un juste milieu pour pouvoir satisfaire les populations. Mais en tant qu'urbaniste, il a posé la question. Je sais pourquoi il pose la question. Maintenant, moi, je vais au droit à un logement décent, qui contraint l'autorité à construire des logements décents pour les gens. Nous avons des urbanistes. Il faut penser de mettre les matériaux locaux et puis mettre des bonnes maisons pour donner aux gens. Si vous donnez les parcelles aux gens, beaucoup vendent. Après, on dit qu'on donne les parcelles, ils vendent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont pauvres. L'État est obligé de les mettre dans de meilleures conditions. J'ai dit bien obligé parce que c'est des conventions que vous avez signées qui vous obligent effectivement à respecter ces conventions. Monsieur le maire, vous êtes obligé de construire justement des je ne sais pas de quelle convention M. Traoré parle, mais le droit au logement ne veut pas dire le droit à un logement offert. C'est le droit à créer les infrastructures et les conditions pour que les gens puissent se loger. Je n'ai pas vu beaucoup de pays au monde, même les pays pétroliers,
où le logement est offert aux habitants gratuitement. Donc l'État, son rôle, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent se loger décemment. Donc il ne faut pas pervertir ce droit au logement, croyant que parce qu'il y a catastrophe, on doit construire les bâtiments. Quand il y a catastrophe, notre rôle, c'est de parer à l'urgence, soulager la misère des populations. Voilà. Mais continuez de parler à l'urgence. D'abord, monsieur Bassono, avant. Oui. Monsieur Bassono, allez-y. Oui, monsieur le maire, la cellule technique qui a été mise sur pied là, vous ne pouvez pas nous empêcher, nous ne pouvons pas penser de façon sociale. Puisque nous, de façon de social. Là, nous sommes sur l'organisation pratique. Oui. Est-ce que c'est la bonne solution justement, de distribuer des parcelles? Est-ce que c'est à l'État de construire des logements et de loger justement les habitants? La cellule technique, c'est pour jouer un rôle social. Pour jouer un rôle social. Identifier premièrement les sinistrés, les trouver ou les loger, les mettre à l'abri, les apporter les premiers secours en nourriture, en soins, et ensuite s'occuper du fait de débarrasser les endroits inondés des immondices. Donc c'est une cellule vraiment technique, c'est pas une cellule, ce n'est pas une cellule pour faire autre chose. Donc c'est une cellule qui comprend les collaborateurs de la commune et des différents ministères. Je suis absolument d'accord avec la cellule de crise là. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en 2009, ce que nous avons vécu comme expérience là, c'est ça que nous voulons partager. On veut éviter des pratiques pas tout à fait louables. En 2009, il y a eu des vivres des sinistrés qui ont été détournés. Vous comprenez? Et cette fois-ci là, vous avez parlé de vivres. Et est-ce que la mairie, la cellule de crise, là, a pris des dispositions nécessaires pour sécuriser ses vies, pour sécuriser les habits, pour sécuriser les médicaments et autres? Monsieur Bassono, vous ne répondez pas à ma question. Là, nous parlons de... Répondez à ma question. Est-ce que c'est à l'État de construire des logements et de loger les habitants? L'État doit construire des logements sociaux. Nous avons d'offrir gratuitement. Pas offrir, j'ai dit des logements sociaux, mettre à la disposition, à un prix raisonnable, et mettre à la disposition des citoyens. Je n'ai pas dit des logements sociaux offerts. Là, c'est différent. Vous voyez, à la zone du bois, il y a deux grands bâtiments qui reflètent une belle image de logements sociaux. Hein? Il y a plusieurs personnes qui sont logées là-bas, mais à un prix vraiment abordable. Donc ce sont ces genres de bâtiments qu'il faut construire. Ces genres de bâtiments seraient bien, et ça réduirait même... des habitants, on vous a compris. Voilà. Monsieur Toué. Oui, je crois que ça c'est fondé, tel que c'est posé, la Constitution du Burkina reconnaît le droit au logement pour les Burkinabés. Ça c'est un droit fondamental, c'est inscrit dans la Constitution. Maintenant, effectivement, il faut accompagner pour qu'il y ait une politique d'accès au logement pour toutes les catégories sociales. Il faut le poser ainsi, parce que ça va être de la démagogie de faire croire aux gens que l'État est capable de construire des logements donnés à ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas vrai. Il faut une procédure, une politique bien structurée qui permette à toutes les catégories d'accéder. En majorité, dans nos villes, à Ouagadougou, c'est ça, il y a une grande frange qui est dans la pauvreté. Ça, c'est une réalité. C'est comment intégrer, toucher cette catégorie-là dans le processus d'accès au logement. Qu'on discute sérieusement sur ces questions-là. Et c'est pour ça que, rapidement, en 2009, les gens ont pensé qu'on va d'abord leur donner la parcelle. C'est ce que le maire a dit. Pour aller au logement, il faut d'abord... On a pensé ça. Mais à la réalité, il faut aussi tirer le leçon de ce qui s'est passé. Oui, on a donné des parcelles, les gens n'ont pas construit. Donc ça veut dire, ça veut dire que la problématique du logement pour les gens, ce n'est pas de distribuer des parcelles. Donc finalement, les gens ont raison d'être restés au niveau des sites inondables parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller, puisque l'État n'a pas construit de logement pour les accueillir.
l'État a accompagné. Si vous vous rappelez, on a donné du ciment, on a est-ce qu'on doit donné des blâmer tôles. ceux qui sont restés aujourd'hui, qui n'ont pas eu de moyens de mettre en valeur Je ne justement ces bâtiments? je ne crois pas que ce soit par faute de moyens que les gens restent dans ces zones à risque. Ah bon, c'est quoi? Soyons sérieux. Si quelqu'un qui a sa famille, on a indiqué, après 2009, tout le monde a vécu la catastrophe. On a mis des bornes pour indiquer à tout le monde où sont les zones à risque. Vous êtes père de famille, vous êtes avec vos enfants dans une zone où tout le monde dit ici il y a danger. Vous dites parce que vous n'avez pas les moyens d'aller ailleurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas que même quelqu'un qui, comme on dit, qui cherche la sécurité pour sa famille, va opter sur des zones à risque. Si ceux qui étaient attributaires de parcelles avaient posé le problème de manière collégiale, il y a des associations qui les défendent, c'est de poser le problème. Il y avait même quelques mesures d'accompagnement, notamment du ciment, les gens pouvaient continuer à poser le problème. Nous sommes attributaires, nous avons nos parcelles, on a besoin d'accompagnement. C'est quel type d'accompagnement? Socialement, ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées, puis on peut voir un dispositif. Mais ce n'est pas ça, à ça qu'on a assisté. Alors, pour rajouter un peu, il ne faut pas mettre tous les sinistrés dans le même sac. Il y a des gens qui sont dans des zones qui ne sont même pas à risque, qui ont connu des problèmes aujourd'hui. Et les raisons de ces problèmes d'inondation, on va sûrement l'évoquer tout à l'heure. Mais effectivement, il y a des zones inondables, inconstructibles, qui ont été déclarées par décret depuis la grande catastrophe. Malheureusement, il y a des gens qui sont allés s'installer. Parce que simplement, ils ont vu que ceux qui s'étaient installés avant ont eu des parcelles à Yarma. Je vous dis, nous sommes allés visiter des gens, ils ont dit oui, vous nous dites de quitter, tant que vous ne nous donnez pas des parcelles, on ne va pas quitter. Donc, il y a des gens vraiment de mauvaise foi et qui tirent profit de cette misère-là. Et pour tout vous dire, ceux qu'on a voulu reloger, ce n'est pas tous ceux qui ont eu leur maison cassée qui sont partis dans les sites de logement qu'on leur a affectés. Certains ont trouvé tout de suite là où loger. C'est pour vous dire que, bon, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention pour faire un discernement. Alors, monsieur Traoré, pourquoi justement des gens qui savent véritablement que ce sont des zones à risque vont s'installer sur un site avec leur famille, sachant véritablement qu'il peut y avoir problème? Mais je réponds tout de suite à ce niveau qu'en tout cas les torts sont partagés. Parce qu'il faut prendre dans toute la ville de Ouagadougou, il y a des maisons où on a construit des bunkers dans les zones inondables. C'est les mêmes urbanistes qui ont laissé les gens, qui ont mis des parcelles pour que les gens partent construire. Il y a des gens qui ont les moyens de mettre des bunkers. Il y a des moyens qui n'ont pas les moyens de mettre des bunkers. Moi, je ne serais jamais d'accord qu'on accuse les populations lambda. L'État a l'obligation de mettre de l'ordre. L'État a l'obligation de mener des études pour stabiliser toutes ces zones. Mais l'État a borné. Attendez. Là, nous sommes d'accord. Non, j'en viens. Non, écoutez-moi. Il finit, C'est le même, on va s'entendre. C'est pour nous tout simplement que lorsqu'on me dit qu'il y a des gens qui sont allés occuper des zones inondables, moi, personnellement, si je connais la personne, je combattrai la personne pour l'autorité. Ça, je vous le dis tout de suite. Et je vous dis, les zones où on a déterminé, où on a délimité, je vous donne au théâtre populaire, allez-y voir, le maire de la commune a fait des parcelles après qu'on a déterminé la zone. On n'en parle pas de ça. Il faut aller voir. Et non, j'aurais raison partout, parce que je vis avec les mêmes populations qui viennent me montrer leur situation. Donc, je voulais en venir seulement sur le droit à un logement là. Effectivement, bon, dire que l'État peut construire cadeau, mais il y a des pays où on a construit cadeau donné à des gens. La Libye, on l'a fait. Beaucoup de pays, on l'a fait. Avec du pétrole? Non, avec du pétrole. Que l'État aussi travaille. Nous avons des experts qui peuvent travailler dans leur tête pour qu'on trouve des sous afin de pouvoir venir en aide aux gens. Ah oui, quand on parle du droit à un logement décent, l'État a l'obligation de mettre le droit à un logement décent à la disposition des populations. Maintenant, que ça soit gratuit ou pas, bon, peut-être que c'est moi qui le dis. Comme mon ami Toye l'a dit, que c'est de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie. Mais moi, dans ma pensée, j'ai dit que l'État doit construire des maisons pour donner aux personnes démunies. Alors, oui. Monsieur le maire. Voilà. Bon, c'est vrai que les responsabilités sont partagées. Là, je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'il y a des zones inondables qui ont été marquées comme telles
et qui ont été quand même lotis. Mais comme vous connaissez le problème de lotissement à Ouagadougou, je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est un problème crucial. Les municipalités qui étaient là avant nous étaient à leur première délégation de pouvoir de lotissement, dont les gens n'ont pas toujours fait dans les règles de l'art. Donc là, l'administration a une responsabilité. Mais face à cette responsabilité aujourd'hui, s'il y a catastrophe, chacun doit l'assumer. Voilà. Donc, c'est pas parce que l'administration a une responsabilité qu'on ne doit pas conscientiser également la population à faire attention à ces zones-là pour leur indiquer que c'est une zone inondable. Donc c'est de cela que je voulais parler. Oui, mais après tout ce qu'on a connu, est-ce que l'État n'avait pas le moyen quand même d'aller dire à ces gens, écoutez, levez-vous, parce qu'il y a les moyens de l'État pour, M. Toé? Oui, ça a été fait. Au niveau du ministère de l'Urbanisme, il y a une étude qui a été menée. On a recensé tous ce qui sont dans ces zones, surtout les zones d'urgence d'Apoya, Nonsin. On a recensé exactement avec les titres d'occupation de chacun. Ce que M. le maire dit, juste pour préciser, il n'y a pas eu d'opération de lotissement dans des zones inondables à Ouaga. Il y a des gens, souvent, qui s'installent et qui ont réussi à se faire délivrer des papiers. C'est dans la zone de Dapoya, Noissin, c'est des situations comme ça que vous trouvez. Un lotissement est précédé d'un état de lieu, c'est-à-dire qu'il y a des études topographiques. Normalement, si vous vous plantez sur ça et que vous mettez des parcelles dans des zones qui sont inondables, ça c'est grave. Là-dessus, là où on a délimité, ça c'est vraiment des zones à risque. Les gens qu'on y trouve qui ont des papiers, c'est des gens qui y sont allés et qui, bon, par beaucoup de subterfuges, ils sont arrivés à se faire délivrer des papiers, etc. Et ça, l'administration savait effectivement. Maintenant, je finis, je dis aussi, par rapport au processus qui était en cours. On a identifié tous ces gens. L'étude sur Dapoya Nonsin, aujourd'hui, on a fait l'évaluation, on est autour de 14 milliards pour indemniser ceux qui ont des titres dans la zone. C'est-à-dire, on ne veut pas procéder, on n'est pas en régime d'exception. Les gens ont des droits qui sont reconnus, etc., par rapport à leur titre d'occupation, etc. Cette étude a été réalisée. Il y a un processus, on a fait une étude pour l'aménagement de ces zones inondables. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté les bras croisés depuis 2009. Mais il faut mobiliser les ressources pour réaliser ces aménagements. Et en ce moment, je crois qu'au niveau de ceux qui sont encore sur le site, ce que les gens réclament, c'est ça qui est un peu curieux, c'est comme si les gens attendaient qu'on vienne les déguerpiller. C'est ce qu'on dit, non. On n'a pas besoin, dans la mesure où collectivement on a tous dit ici, là, c'est dangereux pour l'implantation de l'habitation, les gens peuvent avoir quand même ce réflexe de respecter. Chaque année, le ministère fait des communiqués pour rappeler ceux qui sont dans ces zones-là que c'est dangereux. Même cette année, le ministre de l'Habitat est parti sur le site, à Dapoya, aller rencontrer les gens pour leur expliquer ici, là, c'est dangereux de rester là. L'administration le fait. Alors, je ne vais pas contrarier. Monsieur Bassono, d'abord, après on vous revient. Monsieur Bassono. Monsieur le secrétaire général, vous voyez, c'est après 2009 qu'on a fait la délimitation des zones inondables. Donc cette délimitation est venue trouver des parcelles. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part? Non, c'est ce que je vous dis. Là où on a trouvé des parcelles, c'est à la rigueur, c'est des gens qui se sont implantés, qui ont réussi à se faire délivrer des papiers. Oui, on l'a vu. Puisqu'on a fait une enquête précise, on a identifié les types d'occupation de ceux qui sont implantés dans ces zones. Je ne vais pas contrarier M. Toé, mais je dis, pour moi... C'était pas suite à un lotissement régulier. Voilà, pour moi, j'ai découvert, dans des quartiers périphériques, dans des arrondissements que je ne vais pas citer, où des lotissements ont été faits, où nous sommes allés au secours des populations parce qu'il y a des inondations. Et j'étais surpris, en même étant profane par rapport au problème de lotissement. J'ai dit, mais comment on a pu permettre à quelqu'un de construire dans cet endroit? Quand on a convoqué la personne avait son titre d'attribution. Mais un titre d'attribution ne veut pas dire un permis urbain d'habiter. Parce qu'on peut te faire l'attribution d'un terrain, mais pas forcément pour y habiter. Et quand on a fait les enquêtes, on se rend compte, c'est là que j'ai découvert que pour qu'un maire puisse lotir
un espace, il faut que le ministère des Infrastructures lui autorise. De l'urbanisme lui autorise. Mais il y a des moments où il y a des mecs qui ont fait des lotissements sans autorisation. Parce qu'ils ont la plénitude de pouvoir sur un territoire, ils parcellent, ils lotissent. Donc c'est pourquoi, vous savez, le problème que tous les maires ont connu sous le régime passé, c'était des problèmes de lotissement. Alors, Et ça a été tellement mal fait qu'il faut reconnaître que l'administration a une part de responsabilité, M. Touré. Voilà. Non, on va évoluer, s'il vous plaît, parce que le temps passe. Voilà, on est pris par le temps. Oui, bien sûr. Alors, on a essayé, il y a Adama Coulibaly qui est là, puisque nous avons des téléspectateurs qui nous appellent au téléphone. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir chers téléspectateurs. Nous avons reçu quelques questions. Nous avons tout d'abord M. Seydou Kabré à Ouagadougou. Le lotissement est la seule solution contre les inondations, dit-il. À quand la reprise des lotissements à Ouagadougou? Nous avons Boukari Ouedraogo qui nous appelle de Dori. Sa question, pourquoi on ne peut pas déguerpir les personnes qui habitent dans le lit du barrage de Tanguin? Quel est le véritable problème? Ensuite, Hélène Pouda, toujours à Ouaga. Monsieur le maire, sa question s'adresse à Monsieur le maire. Depuis votre prise au pouvoir, on ne vous sent pas, dit-elle. Quelles mesures idoines vous avez contre les installations anarchiques, notamment en ce qui concerne les commerces et les habitations? Monsieur Victor Zabramba, toujours à Ouagadougou. Je fais partie des sinistrés de 2009. On a été recensés et certains ont eu des parcelles à Yagma, à Kanotou, demande-t-il. Abdoulaziz Diabaté, lui, il appelle de Nouna. Pourquoi l'État n'est pas ferme avec les sinistrés qui ont pris des parcelles, les ont vendues et sont revenus s'installer dans les mêmes zones inondables? Et enfin, Karim Diallo, toujours à Ouaga. Monsieur le maire, chaque année, quand il y a des inondations, on parle du problème de caniveau. Concrètement, que comptez-vous faire pour qu'en cas d'éventuelle inondation, on n'évoque plus cette question? Alors, donc c'est tout pour cette première série. On va aller rapidement, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu ici dans nos débats, notamment pourquoi l'État, il n'y a pas de déguerpissement. Le secrétaire général a répondu, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas justement lever comme ça, il faut des dédommagements, comme annoncé et à Dapoya. Alors, ceux qui n'ont pas eu les parcelles, ils ont dit qu'il y a environ 400 personnes. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là pour 2009? Oui. Bon, je vais répondre, oui. Parce que nous avons eu une conférence de presse. À la suite de cette conférence de presse, le ministère de l'Habitat nous a contactés, nous a appelés au ministère même. On a discuté. Et ils ont trouvé qu'on aurait dû, au lieu de faire une conférence de presse qui aurait une portée très grande, on aurait dû venir directement leur parler de ce problème, de ce cas spécifique-là, et on aurait ensemble trouvé une solution. Alors, en tout cas, le ministre nous a promis que ce problème sera réglé, résolu, donc ce n'est plus la peine de revenir là-dessus. Alors, voilà. Mais pourquoi pas de fermeté Monsieur Toé. Merci. Moi, ce que je dis, fermeté pour fermeté, est-ce que les gens ont envie qu'on retourne à un régime d'exception ou bien on est en démocratie? La question, elle est essentielle. Parce qu'on est dans un environnement où on joue beaucoup sur la conscience citoyenne pour construire la ville ensemble. C'est ça qui permet de réussir la construction de la ville. Il n'y a pas une administration qui est opposée aux populations, qui n'a que comme forme d'intervention de tout le temps user la force pour que les gens respectent les règles, un minimum de vivre ensemble. Je crois que le débat, il doit être posé à ce niveau. Je l'ai dit, ce n'est pas qu'on n'a pas conscience qu'il faut délocaliser ces gens, mais on veut mettre la forme, parce que du côté de l'État, il faut être responsable. C'est pour ça qu'il y a eu une évaluation et un recensement exhaustif avec les titres d'occupation de tout un chacun. Je vous ai donné le chiffre, c'est précis. Il faut mobiliser ces ressources, pouvoir dédommager les gens et maintenant les délocaliser. On a réalisé Zaka, c'était dans les mêmes conditions, c'est le centre-ville de Ouagadougou. Les gens ont été délocalisés, ils ont été indemnisés.
ils ont été accompagnés. C'est comme ça qu'on construit la ville. En tant que spécialiste, on ne peut pas avoir une autre démarche. C'est un raccourci de toujours vouloir tout de suite, il faut user de la force pour les faire partir, il faut user de la force pour les faire partir. Alors, on vous a compris. Alors, monsieur le maire, les installations anarchiques surtout... Voilà, je rebondis sur la téléspectatrice qui dit qu'on ne nous sent pas. Oui, on ne sent pas le maire. Voilà, on va la rassurer et vous allez nous sentir, mais autrement. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Toé, ce n'est pas par la force qu'on arrive à bout des problèmes qui sont posés. Il faut d'abord conscientiser, il faut d'abord rappeler les gens à l'ordre et avant d'utiliser la fermeté. La fermeté doit être le dernier recours pour arriver à des solutions. Donc, effectivement, c'est-à-dire construire une ville, ce n'est pas prendre le bâton et commencer à taper sur les commerçants qui sont installés au bord de la route. Même s'ils sont installés d'une manière irrégulière, il faut passer à l'explication, à trouver des solutions ensemble avant de réprimer. Donc, c'est dans cette démarche que nous sommes. C'est pourquoi, parallèlement à la gestion de l'urgence de l'inondation, nous avons fait un appel à une opération de curage des caniveaux. Donc, dès samedi, ce curage va commencer dans tous les arrondissements de la ville. Les maires des différents arrondissements sont à pied d'œuvre pour mobiliser les populations avec les 1180 jeunes qui sont mis à notre disposition dans le cadre du projet IMO. Et on a réparti à peu près une centaine de jeunes par arrondissement. C'est eux qui vont être la locomotive pour aider la population à curer les caniveaux. Donc, ce n'est pas ces formes de conscientisation. Il faut que tout le monde prenne conscience que le caniveau qui passe devant ma porte fait partie de mon domicile. Donc, il faut que je le nettoie et il faut que je m'en occupe. Alors, M. Traoré, justement, on a parlé des questions de caniveaux. Voilà, le reproche qu'on fait très souvent aux habitants, c'est qu'ils sortent sous la pluie, jeter des ordures, voilà. Et justement, ça contribue à inonder quand il y a la pluie. Bon, je suis content d'entendre vraiment qu'il faut conscientiser la population, parce qu'effectivement, c'est une population qui est venue d'état d'exception à un état qui est venu pour les favoriser l'appareil. Ils ont cultivé cette même Donc là pareil. aussi, c'est la responsabilité de l'État. Non, c'est la responsabilité de l'État. Donc aujourd'hui, il faut revenir à l'ordre. En ce sens que moi, j'ai dit qu'il y a deux catégories de sinistrés. Et la deuxième, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut effectivement aller. Pour quelqu'un qui a une maison et qui lui vient là-bas, vous allez sensibiliser cette personne comment? Je pense parlons de caniveaux. Nous sommes non. dans les caniveaux. On a évolué. En ce qui concerne les caniveaux, moi-même, j'ai eu une émission sur Canan 3 m'a appelé vraiment, j'ai supporté le maire pour ce qu'il est en train de faire. Et j'ai invité un appel de solidarité à toute la population. Parce qu'à une époque donnée, il y avait une journée de salubrité où tout le monde sortait avec plaisir. Je pense que c'est ce que le maire a fait. Et le maire n'a qu'à avoir, en tout cas, je ne sais pas, des communicateurs pour amener les gens à avoir ce goût, effectivement, de sortir pour travailler comme de par le passé. Donc, en tout cas, à ce niveau, moi aussi, j'appelle à tout le monde et j'essaierai de sensibiliser tous ceux qui sont autour de moi pour qu'ils s'y mettent effectivement dans cette... Il n'est pas d'accord. C'est une opération louable. Voilà, merci beaucoup, M. Traoré. Merci beaucoup, M. Traoré. Tout de suite, M. le maire, moi, je crois que le fait de conscientiser les gens, c'est bien. Il faut aussi appeler la société civile à aider la municipalité à conscientiser les populations. C'est fait. Et là, j'en viens. Et là, les sociétés civiles qui sont tout le temps avec la population, elles vivent avec la population. Bon, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour conscientiser les gens. Non, je veux vous rassurer que les associations sont les relais de nos communes. Merci. Voilà, c'est sur eux que repose notre stratégie de mobilisation. Voilà. C'est ce que nous avons dit aux maires d'arrondissement. Et depuis hier, ils sont à pied d'œuvre pour passer par les associations et mobiliser la population à adhérer à ce projet de curage de caniveaux. Donc, oui, mais monsieur le maire, là aussi, il y a peut-être un problème. Est-ce que les bacs à ordures ne manquent pas aussi dans la plupart des localités de la ville? Parce que si vous sortez avec vos ordures, vous ne savez pas où verser. Très souvent, vous êtes tenté à le jeter devant la porte dans les caniveaux. Il y a 4 étapes
principales dans la collecte des ordures. Il y a la pré-collecte qui est faite par les ménages, vous et moi. Hein, les ordures que nous avons à la maison, on les met dans une poubelle. Mais il y a des gens qui veulent sauter cette étape. Leur poubelle, c'est le caniveau qui est devant leur porte. Et aujourd'hui, ce mécanisme que la commune, parce que la commune de Ouagadougou, il faut le dire, c'est l'une des communes de la sous-région qui a cette chaîne de collecte d'ordures. Donc il y a la pré-collecte, il y a la collecte, il y a le transport, il y a le traitement. Et toute cette chaîne, elle existe. Il y a des GIE qui ont été créés dans les arrondissements. Et vous voyez des femmes ou des jeunes, parfois par traction asine, parfois par tricycle, qui passent devant chez vous pour collecter les ordures. Et on demande aux citoyens de payer combien? 1 500 francs, 2 000 francs par mois. Mais à Ouagadougou, quand on demande aux gens de mettre la main dans la poche, même pour leur propre bien, quand ils ont le choix, ils préfèrent prendre 1 500, c'est peut-être beaucoup, M. Bassono. C'est pour vous dire, et ça donne de l'emploi à ces jeunes-là qui sont des jeunes des associations, etc. etc. Donc si nous acceptons chacun de se remettre un tant soit peu en cause et dire, nous voulons que Ouagadougou soit une ville saine, nous voulons que notre environnement de vie soit agréable, je pense qu'avec un peu d'effort, nous allons y arriver. Et c'est ce à quoi la commune s'emploie, conscientiser les gens, les amener à se prendre en charge, parce que l'État-providence, ça c'est terminé, ça n'existe plus nulle part. Il faut que les gens, même dans leur environnement, prennent conscience que ça fait partie de leur vie, il faut que cela soit bien fait. Donc, nous appuyons aujourd'hui sur les associations, les groupements féminins, pour amener les gens à adhérer à ce projet. Monsieur Bassono, Laurent Bassono. Je viens toujours au problème de caniveau. Moi, je ne suis pas du tout satisfait des caniveaux de Ouagadougou. Pas du tout. Parce que les caniveaux de Ouagadougou sont tellement exigus, tellement étroits, que quand il y a une pluie et qu'il y a des ordures, l'eau s'écoule difficilement. Ça, c'est un. Et monsieur le secrétaire général, il sait très bien que le drainage des eaux de pluie doit être séparé des drainages des eaux usagées. Mais aujourd'hui, dans Ouagadougou, là, est-ce que, remarquez dans tout Ouagadougou, il n'y a pas une séparation des eaux usagées et des eaux de pluie? Non, mais nous disons, échappe pas la Il termine. Vous allez me couper, mais... Allez-y. Non. Alors, moi, j'ai été à Accra. Monsieur le secrétaire général, vous voyez le canal de Bouenhiare ou bien le canal de Moronaba, il y a un grand canal qui vaut 3 fois ça. Uniquement à ce canal-là, les eaux usagées se raccordent à ça et puis ça va à environ plus de 50 km de la ville pour être traité. Et les eaux de pluie aussi sont drainées ailleurs. Pas dans les eaux vous êtes urbaniste, vous savez bien que cela devrait être... Pourquoi les urbanistes ne l'ont pas fait? Monsieur Toé. Oui, précisément sur ça. D'abord, pour bien comprendre le réseau de drainage, il y a une hiérarchisation du réseau. Quand vous dites que tout est sous-dimensionné, c'est pas vrai. Il y a d'abord le réseau primaire, c'est les collecteurs, c'est-à-dire pour sortir les eaux de la ville. C'est ce qu'on a fait à la sortie de Bangrewego. Si vous allez voir, vous allez, comme vous dites, aller le comparer à ce que vous avez vu au Ghana. Ensuite, il y a des réseaux le long des voies pour sortir l'eau des quartiers. Et il y a les caniveaux maintenant devant chaque concession, comme le maire l'a rappelé, qui drainent ces eaux. Donc, il y a une hiérarchisation de voies qui fait qu'on ne peut pas tout de suite dire c'est sous-dimensionné si on n'a pas justement une idée de quel genre d'eau ce caniveau-là doit drainer. Il faut... Sauf que maintenant, ça va dans un seul canal, ce qu'on constate, c'est vrai que du point de vue construction des routes chez nous, il y a une difficulté qui est là, c'est qu'il n'y a pas eu toujours l'accompagnement avec des caniveaux, etc. etc. Ça, c'est des difficultés qui sont réelles et qui fait qu'on a l'impression que c'est les caniveaux qui sont mal conçus. Non. Le peu de réseau qui est là est cohérent. Il est insuffisant. L'autre aspect sur les eaux usées, ça c'est le système d'égout. Ça ne se mélange pas, comme vous l'avez dit. C'est ce qui a commencé à partir du centre-ville de Ouaga. Il y a un réseau d'égout qui amène les eaux à Kosodo pour traiter et puis
permettre même que ce soit utilisé pour le maraîchage, etc. Sauf que c'est des choses qui sont connues, mais ça a un coût pour mettre Ouaga à l'égout. Ce n'est pas que techniquement on ne connaît pas. La zone de Zaka, c'est ce qui a été pensé, je dis, il y a déjà le premier réseau qui a été fait depuis le marché central jusqu'à Kosodo. Ça, c'est le réseau d'égout. Tout le monde sait que ça ne se mélange pas, avec les eaux de pluie. Aujourd'hui, c'est les citoyens même qui se branchent sur le caniveau pour évacuer des eaux usées. Ce n'est pas recommandé. On fait la sensibilisation pour dire qu'il ne faut pas brancher ces eaux usées sur le caniveau parce qu'on détruit le caniveau, etc. Ça ne se mélange pas. Sinon, si c'est du point de vue normes de construction des réseaux, etc., c'est des questions qui sont maîtrisées, mais... Oui, et de l'étroitesse des canivas. Oui, l'étroitesse, c'est ce que je vous dis. Si vous dites tout de suite c'est étroit, il faut savoir quelle est la fonction du caniveau dans l'ensemble du réseau. On a compris. La preuve que nous avons une responsabilité en tant que citoyens de la ville de Ouagadougou, la preuve, c'est celle qu'a donnée hier le ministre Bonané. Prenez l'hôpital Yalgado. Il y avait une récurrence d'inondations dans cet hôpital à toutes les grandes pluies. Et quand il y a eu la dernière inondation, nous nous sommes tous portés, avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur place. Et on a dit, il faut trouver une solution. Les gens ont dit, oui, ça a toujours été comme ça. On dit, non, ça ne peut pas. On dit, il faut asseoir les techniciens, il faut les enfermer, jusqu'à ce qu'ils sortent une solution. Et c'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, nous avons pris des solutions, et nous avons pris des décisions courageuses, et on a déménagé ceux qui bouchaient les caniveaux. Et on a creusé un peu plus, on a débouché les caniveaux. Malgré la grande inondation qu'il y a eu, l'hôpital a été épargné. C'est l'exemple même type qui montre que notre responsabilité est engagée et que ce n'est pas parce que l'égout qui passe, non, le caniveau qui passe devant notre porte est sous-dimensionné, c'est parce que nous ne l'entretenons pas. Et comme l'État ne peut pas tout entretenir, nous, en tant que citoyens, prenons conscience que nous devons entretenir chacun le caniveau qui passe devant notre porte. Et vous allez vous rendre compte que si chacun fait 1 centimètre, après, les centimètres bout à bout deviennent de grandes longueurs et ça assainira notre environnement. Sauf qu'il y a, M. Traoré, des quartiers qui ne connaissent pas de caniveaux, comme Kilouin, comme Karpala, oui. Il faut mettre en même temps aussi un comité d'urbanisme pour voir le cas des zones déjà loties où il n'y a pas de caniveau. Exactement. Et monsieur le maire a parlé des GIE tout de suite. Je saute tout de suite parce qu'il n'y a pas de GIE. Je l'ai dit tout de suite parce qu'en son temps, c'est depuis 2002. Je parle sous contrôle. Depuis 2002 qu'on a lancé un appel d'offres. Les GIE pour organiser le ramassage des ordures ménagères. Ça a été une magouille totale où je suis content aujourd'hui d'entendre. Il n'y a pas de GIE. Donc il faut le organiser afin que les GIE... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui peut effectivement suivre le ramassage des ordures jusqu'au ménage et jusqu'au choses. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les GIE qu'on a appuyés, ce sont ceux-là qui ont des camions. Et ceux qui ont des charrettes, c'est eux qui jettent les ordures dans les 6 mètres. Parce qu'ils ne peuvent pas aller loin. Et les autres GIE ont voulu que ces gars-là travaillent pour vraiment les payer. C'est moi-même qui ai dit en son temps, personne ne va vous payer. Je parle sous contrôle du ministre de la Sécurité à l'heure actuelle, qui a dit effectivement, vous ne pouvez pas empêcher les gens de ramasser des ordures. Je parle sous contrôle de mon Yaka qui est assis. On ne le voit pas. Non, mais voilà. Merci, voilà. Donc, réorganiser le GIE, c'est très bien, mais il faut le réorganiser et inclure toutes les vieilles qui ramassent ces ordures-là. Alors, que ce milieu soit à réorganiser Exactement. ou à dynamiser, je suis d'accord avec vous. Merci mais bien. qu'ils n'existent pas, Oui. je ne suis pas d'accord avec vous. Ils existent. Oui. Moi, je peux vous donner des cours où ils passent ramasser et collecter les ordures. Oui. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses à Combien faire. de cours, Ce n'est pas, monsieur le maire? non, ce n'est pas, Combien ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec le vous. maire à la parole. Voilà, ce n'est pas suffisant, c'est vrai. On va redynamiser, Merci on va prendre en compte Merci vos bien, critiques monsieur le maire. et puis améliorer. Très bien, oui. Sinon, ce GIE existe Merci bien. bien. Alors, on va écouter un micro-trottoir qu'on a réalisé ce matin dans les rues de Ouagadougou pour voir est-ce que véritablement on a su tirer les leçons de ce qui nous est arrivé en 2009. C'est un micro-trottoir que nous suivons. 7 ans après, normalement, il ne devait plus avoir les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on ne prend pas le courage de résoudre les problèmes une fois pour toutes. Il y a eu une inondation en 2009, 2016, 7 ans après.
Et même entre 2009 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs années des inondations. Chaque année, il faut reloger les gens dans les écoles, il faut voir où les loger. Les gens sont presque assis dans des marigots, dans des non-lotis. Et comme l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, ne veut pas avoir le courage de déguerpir les gens, on les laisse là-bas et chaque année, il faut dépenser de l'argent pour des sinistrés. Ah, le 1er septembre, en tout cas, ça nous a trop coûté cher. Mais au niveau des inondations, c'est de faire vider les fossés et puis de voir les caniveaux là, faire élargir, puisque ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais tout ça, c'est bon. C'est-à-dire, je peux dire que manque des fossés, des caniveaux au bord des côtés. Dès qu'il y a un caniveau, c'est un gros caniveau pour que l'eau puisse partir seulement. Là, en tout cas, je crois que c'est mieux. Ça a bien et bien fait les sons. Mais moi, il y a une question d'ignorance. L'ignorance d'abord du côté des autorités et ensuite la population qui, en partie, à chaque fois là, eux-mêmes sont un grand facteur de contribution des inondations. Parce que souvent, tu passes, tu vois des mauvais exemples où, pendant qu'ils sont en train de curer les caniveaux, dès le passage, tu repasses le lendemain ou le surlendemain, déjà, tu commences à voir des déchets qu'on y jette pour boucher encore. Voilà, vous avez tous suivi, ils ont tous des solutions. Hein? Non, ben, élargir les caniveaux, curer. Oui, monsieur Toé. Oui, par rapport à ça, il y a quand même un point sur lequel c'est important d'attirer l'attention des gens, c'est comment on construit même nos maisons aujourd'hui. Si vous regardez concrètement les maisons qui tombent, comment elles sont construites? Comment elles sont construites? Oui, c'est ce qu'on dit déjà, habitat spontané, les gens ils grattent un peu le sol, ils posent quelques briques, puis ils font monter rapidement et ils disent que c'est une maison. Mais est-ce que ça, c'est pas votre Il y a faute, une justement? sensibilisation, je suis entièrement d'accord. Je vous ai rappelé quand on a aménagé Yagma pour installer les gens, il y a eu un dispositif pour accompagner les gens à des techniques de construction, au moins sécuriser les fondations. Et ça, c'est un dispositif qui existe, il y a cette sensibilisation qui est effectuée. C'est là-dessus aussi qu'il y a des progrès à faire. Quel que soit le niveau de la maison qu'on construit, même si ce n'est pas un bunker, mais au moins on peut avoir sa maison sécurisée. C'est important que les gens commencent à s'habituer à ce genre de réflexes. Ça, c'est également quelque chose qui ressort dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce que la présence de l'eau en ville, on ne pourra pas dire qu'il y aura une période où il n'y aura jamais l'eau. L'eau peut venir, sortir, et les maisons restent debout, ce qu'on a réalisé reste debout. C'est ça qu'il faut intégrer dans nos façons de construire, dans nos façons de vivre en ville aujourd'hui. C'est la forte interpellation là, c'est ça. Sinon, d'imaginer qu'on ne va pas se mettre à souhaiter qu'il ne pleuve pas. Oui, il va toujours pleuvoir, mais il y a d'autres localités sur la planète Terre là où on voit les eaux qui rentrent, qui sortent, sans que ça ne démolisse l'habitat, sans que ça ne démolisse les maisons des gens. Je crois que ça, c'est dans ce qui ressort, c'est vraiment ça aussi qu'on doit regarder pour voir comment on va en tout cas, avoir un dispositif, accompagner les gens dans la construction et sécuriser mieux les habitations. Monsieur Bassono, oui. Les gens ne cherchent pas toujours à avoir des informations pour pouvoir construire. Effectivement, vous voyez des bâtiments à même le sol. À même le sol. Là, moi-même, je ne suis pas d'accord pour ça. C'est vrai que je suis un défenseur des droits humains, je suis droit au logement. Pour sa propre sécurité, il est tout à fait normal de poser les briques en terre sur des briques en ciment. Et lui, le technicien, lui, il le sait très bien. Environ 2 couches de briques en ciment avant de mettre le briques en chose. Et pour le côté sensibilisation, si la PDS de l'arrondissement 11 était là, elle dirait que moi-même, je suis venu la voir et lui dire de venir déguerpir des gens qui étaient en train de s'installer dans le bas-fond. Et lui, le président, le vice-président de notre association est informé. Et la PDS a dépêché rapidement des policiers qui sont allés arrêter les constructions. Voilà, et puis ce n'était pas bien fait aussi, c'était carrément à même le sol, comme le dit le secrétaire général. Maintenant, ce que j'allais dire que, monsieur le secrétaire général, en tant qu'urbaniste, quand vous concevez le plan, un plan d'aménagement, et en amont, vous viabilisez, en aval,
et vous détournez peut-être en amont les cours d'eau naturels, vous détournez leur route. Ben, de toute façon, la nature va toujours, les eaux vont toujours trouver un passage. Et ce passage-là, ça va aller en aval et puis causer des dommages. Voilà, je prends l'exemple de Ouaga 2000. La présidence même, sur le mur de Koussiam est tombé. Hein? Vous êtes allé trouver, il y a un gros marigot, on a construit avec des piliers et le mur de Koussiam, mais le mur de Koussiam est inondé, le Koussiam même est inondé. Hein? Et qu'est-ce que vous en faites? Donc vous posez ici un problème même de conception, d'urbanisation de la ville de Ouagadougou. Je vais rebondir sur le micro-trottoir parce que je me réjouis de voir... Non, mais il répond et vous revenez là sur la question. Oui, ce qu'il est en train de dire, ça c'est... Il y a eu des études, c'est-à-dire que c'est une question de mise en œuvre. Si vous prenez le cas de Koussiam, bon, on vient de vivre une histoire récente qui fait que ça peut arriver dans cet intermède-là. Sinon, le caniveau qui part de Koussiam, c'est connu, les gens, ça a été traité en partie. Maintenant que cette situation malheureuse puisse arriver, ça peut s'expliquer, ce n'est pas par manque de maîtrise. La ville de Ouagadougou dispose d'un schéma de drainage sur l'ensemble de la ville qui a été élaboré au temps du 3e projet urbain, depuis les années 2000. Ça existe. Si c'est la maîtrise du réseau hydrographique de Ouagadougou, on a une bonne connaissance de ça. Il y a eu des études techniques pour aménager tous les canaux primaires qui existent. C'est une question de mobilisation de ressources. Même l'exutoire de Bangerwego, il y a 2 phases qu'on a exécutées, il reste une 3e phase. Quand vous regardez, les eaux arrivent dans le parc de tous les côtés, ce n'est pas mis en cohérence, ce n'est pas traité pour se retrouver dans l'exutoire. Ça, c'est une 3e tranche qui doit être exécutée. Vraiment, c'est pour vous rappeler quand même, si c'est sur les questions techniques, comment on doit construire, etc., des situations peuvent arriver, ce n'est pas lié à l'ignorance parce qu'on ne maîtrise pas ces questions-là au Burkina. Je ne crois pas qu'on soit à ça au Burkina aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur votre élément trottoir avec les citoyens qui ont témoigné tout à l'heure. Je me réjouis de cela parce que je me rends compte que les gens prennent conscience. Si vraiment ce qu'ils disent est vrai, parce que le problème que nous avons, à chaque fois que l'on veut déguerpir des gens, ça crée d'autres problèmes. Les mêmes gens vont sortir, brûler des pneus, manifester, on ne peut pas casser mon kiosque parce que c'est grâce à ça que je donne à manger à tant de personnes, etc., etc. Ce qui est vrai, on ne peut pas leur dénier ça. Mais ce n'est pas parce que tu as un petit commerce qui te permet de subvenir à tes besoins que tu vas mettre la vie de plusieurs milliers de personnes en danger. Donc, si les gens prennent conscience que ces kiosques qui sont à leur porte ne sont pas à leur place, cela va faciliter vraiment notre travail. C'est pourquoi dans les arrondissements, nous avons appelé les maires d'arrondissement à conscientiser tous ces propriétaires de kiosques parce que tous les kiosques qui se trouvent sur les caniveaux vont être déménagés. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, maintenant, vous, les associations, il va falloir que vous nous aidez à être les relais, à nous accompagner. Voilà, on ne va pas... Voilà pourquoi j'ai dit de mettre des moyens pour la sensibilisation. On ne va pas dire qu'il faut indemniser, il faut trouver des mesures d'accompagnement, de toutes les façons, les mesures d'accompagnement, les mesures d'accompagnement, vraiment, je ne suis pas outillé pour parler de ça. Je ne peux pas, mais en tout cas, je laisse ça à l'appréciation du maire pour voir comment il peut dédommager aux gens. Moi, je n'ai pas d'outils vraiment qui me permettent vraiment d'abonder dans ce sens-là. Je sais que ce n'est pas normal que quelqu'un vienne construire un kiosque sur un caniveau, en tout cas qui va aller couper l'eau, qui cause des inondations. Je ne serai jamais d'accord. Voilà vous êtes pas pour la mesure forte. Vraiment, pour la mesure forte. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais comme le maire même l'a dit, il dit qu'il n'y aura plus ça. Vraiment, nous allons l'appuyer pour qu'il n'y ait plus jamais vraiment ce genre de pratiques. C'est une question qui fait consensus. On va s'arrêter là. Le temps qui nous était imparti est à sa fin. Et donc,
Vous voyez que la montre tourne tellement vite. Alors, on va se donner rendez-vous pour d'autres occasions, justement pour développer davantage les sujets. Mais pour ce soir, je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Léon-Paul Towé, secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Avec nous aussi, M. Seydou Traoré, il est le vice-président du mouvement Solidarité pour le droit au logement. Avec nous ce soir, le maire de la commune de Ouagadougou, M. Armand Bewende, qui est venu donc nous parler des questions d'inondation que nous avons connues ce mercredi. Et puis ce soir, M. Laurent Bassonneau, il est un sinistré de 2009 et il fait partie aussi du mouvement Solidarité pour le droit au logement. Merci à vous tous qui nous avez suivis, toute l'équipe technique, la coordination, Fousseni Kindo, Adama Koulibaly, Draman Guéné, tous se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV.